sens et l'entendement. Il faut pourtant que j'anticipe un peu. Les recherches sur la perception, assez faciles et fort étendues, ne sont qu'un jeu si l'on ne se porte tout de suite aux difficultés véritables. Et je veux insister, chacun sait que Kant, dans sa critique, veut considérer l'espace comme une forme de la sensibilité et non comme une construction de l'entendement. Il est clair que je suis plutôt conduit par les analyses qui précèdent à écarter tout à fait cette image transparente et encadrante d'un espace sensible pour y substituer des rapports de science au sens propre du mot. Dans un traité élémentaire, cette différence n'importe pas beaucoup. Lorsque Kant traite de l'espace comme il fait, il n'oublie jamais que l'espace est une forme, et pour l'apprenti, c'est cela qui importe. Maintenant, quand il ajoute que l'espace est une forme de la sensibilité, il met l'accent sur ceci, que les propriétés de l'espace ne peuvent être toutes ramenées à ces rapports intelligibles que la science compose et qui sont la forme de la connaissance claire. Là-dessus, lisez Hamelin qui traite raisonnablement de la chose. Ce qui rend la question obscure, c'est que les mathématiciens se plaisent à dire que l'espace a 3 dimensions, 3 coordonnées fixant toujours un point et un fait de notre expérience étranger à la nécessité véritable. Cette question réservée, je ne vois point que l'espace comme je l'ai décrit diffère de ce qu'on appelle proprement la forme dans les opérations de l'esprit. Il se peut aussi que les mathématiciens soient trompés par l'algèbre, ou bien que les 3 dimensions soient moins pures de tout alliage avec les données de l'expérience que l'idée même de la distance et de la direction. Mais n'entrons pas ici dans ces détails. Il s'agit d'éveiller le lecteur, non de l'accabler, et de lui révéler sa puissance plutôt que sa faiblesse. M'attachant surtout à décrire la connaissance humaine telle qu'elle est, j'insiste sur la parenté bien frappante qui nous apparaît déjà entre les anticipations de formes géométriques qui nous font voir les choses loin ou près et les formes de la science proprement dite. Ce ne sont que des remarques. Je n'oublie pas la fin et je me résigne à n'arriver pas à une doctrine achevée en système. La police des opinions et des mœurs peut s'exercer utilement avant que les discussions soient closes entre les hommes. Qu'il n'y ait point de science de la sensation, c'est ce que tous les philosophes d'importance, et notamment Platon et Descartes, ont fortement montré. Nous sommes préparés, il me semble, à comprendre exactement le sens de cette formule connue. Il est clair que l'on évalue les intensités qu'en les rapportant à des longueurs. Par exemple, 2 sons d'intensité égale sont 2 sons qui produiront à la même distance le même déplacement sur une membrane. 2 températures seront comparées par la dilatation d'une même masse de mercure convenablement disposée. Les calories sont comptées d'après un poids de glace changé en eau, et le poids lui-même est mesuré par un équilibre stable d'un levier tournant. Ainsi, nous voyons que la science substitue aux données sensibles les éléments géométriques que nous avons décrits, et tout ce que qu'on peut savoir d'une intensité se réduit en somme à des mesures de longueur. Mais ce n'est là qu'un fait de science que l'analyse directe doit éclaircir. La perception est exactement une anticipation de nos mouvements et de leurs effets, et sans doute la fin est toujours d'obtenir ou d'écarter quelques sensations, comme si je veux cueillir un fruit ou éviter le choc d'une pierre. Bien percevoir, c'est connaître d'avance quel mouvement j'aurai à faire pour arriver à ces fins. Celui qui perçoit bien sait d'avance ce qu'il a à faire. Le chasseur perçoit bien s'il sait retrouver ses chiens qu'il entend. Il perçoit bien s'il sait atteindre la perdrix qui s'envole. L'enfant perçoit mal lorsqu'il veut saisir la lune avec ses mains, et ainsi le reste. Donc, ce qu'il y a de vrai, ou de douteux, ou de faux dans la perception, c'est cette évaluation si sensible surtout à la vue dans la perspective et le relief, mais sensible aussi pour l'ouïe et l'odorat, et même sans doute pour un toucher exercé quand les mains d'un aveugle palpent. Quant à la sensation elle-même, elle n'est ni douteuse, ni fausse, ni par conséquent vraie, elle est actuelle toujours dès qu'on l'a. Ainsi, ce qui est faux dans la perception d'un fantôme, ce n'est point ce que nos yeux nous font éprouver, lueur fugitive ou tache colorée, mais bien notre anticipation. Voir un fantôme, c'est supposer, d'après les impressions visuelles, qu'en allongeant la main on toucherait quelques êtres animés. Ou bien encore, c'est supposer que ce que je vois maintenant devant la fenêtre, je le verrai encore devant l'armoire si je fais un certain mouvement. Mais pour ce que j'éprouve actuellement, sans aucun doute, je l'éprouve. Il n'y a point de science de cela, puisqu'il n'y a point d'erreur de cela. Toute étude de ce que je ressens consiste toujours à savoir ce que cela signifie et comment cela varie avec mes mouvements. On voit par là qu'un objet, c'est quelque chose qui a essentiellement position et forme, ou pour mieux dire,
que ce qu'il y a de vrai dans un objet, c'est un ensemble de relations spatiales qui définissent sa forme, sa position et toutes ses propriétés. Réfléchissez maintenant à ceci, qu'un astronome ne fait pas autre chose que de déterminer ces objets par de telles relations, jusqu'à prononcer, après bien des perceptions mesurées, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et autres choses semblables, et à prédire ce qui arrivera de ces mouvements, par exemple les éclipses, visibles de tels lieux. Il suffit maintenant de ces remarques. De l'objet. Lorsque Démocrite voulait soutenir que le Soleil et la Lune sont véritablement comme nous les voyons, grands comme ils ont l'air d'être et à la distance où nous croyons les voir, il savait bien à quoi sa doctrine l'obligerait. Nul ne peut être assuré d'échapper aux aventures dès qu'il s'embarque. Il est admis communément aujourd'hui, même pour ceux qui n'en connaissent pas bien les preuves, que le Soleil est fort éloigné de nous, beaucoup plus que la Lune, et donc qu'il est beaucoup plus gros que la Lune, quoique leur grandeur apparente soit à peu près les mêmes. Comme cela est sensible dans les éclipses. On ne peut donc soutenir que l'objet que nous appelons Soleil, le vrai Soleil, soit cette boule éblouissante, autant voudrait dire que le vrai Soleil est une douleur de l'œil, car nous le regardons imprudemment. Il faut donc rechercher comment on est arrivé à poser ce vrai Soleil, que lorsque ne peut voir n'imaginer pas plus que je ne puis voir le cube, que je sais pourtant être un cube. J'en vois des signes, comme je vois des signes du vrai Soleil. Et parmi les signes du vrai Soleil, de sa grandeur, de son mouvement apparent et de son mouvement vrai, l'ombre tournante d'un bâton n'importe pas moins que le disque de l'astre vu à travers les lunettes noircies. En sorte que le vrai Soleil est aussi bien déterminé et quelquefois mieux par un de ces signes que par l'autre. On voit ici qu'un objet est déterminé par ses rapports à d'autres et au fond à tous les autres. Un objet considéré seul n'est point vrai, pour parler autrement, il n'est point objet. C'est dire qu'un objet consiste dans un système de rapports indivisibles, ou encore que l'objet est pensé et non pas senti. Si vous méditez de nouveau sur l'exemple du cube, qui est parmi les plus simples, vous comprendrez bien le paradoxe que Démocrite tentait vainement de repousser. Honnêtement, il faut décrire le monde comme on le voit, et ce n'est pas simple car on ne le voit pas comme on le sent. Et chacun sait bien qu'il n'est pas non plus comme on le voit. Changez de place, faites le tour de cet homme, son image sera toujours une tache sombre, et la terre sera toujours une couleur plus claire qui le circonscrit. Mais vous savez bien qu'il est autre chose, qu'il s'agit de déterminer d'après ces signes-là et d'autres. Et ceux qui voudraient dire que c'est le toucher qui est juge ne gagnent rien, car ils ne diront pas que cet homme ait cette impression sur ma main, et puis cette autre, et puis cette autre. Nous savons au contraire qu'il n'a pas tant changé par un simple mouvement de ma main, et en somme, il faut bien que nous réunissions ces apparences en système, jusqu'à dire que ces 1000 aspects nous font connaître le même homme. C'est tout à fait de la même manière que je décide, quand je danse au clair de lune, que ce n'est pas la lune qui danse. Un petit pâtre, c'est cela, et déjà par science. Les anciens astronomes pensaient que l'étoile du matin et l'étoile du soir étaient deux astres différents. C'est que Vénus, planète plus rapprochée du Soleil que nous, ne fait pas son tour du ciel comme les autres. Aussi, faute de connaître les rapports convenables, il n'arrivait point à relier ensemble ces deux systèmes d'apparence comme nous le faisons aujourd'hui. Il est utile à ce sujet de comparer les différents systèmes astronomiques. On y voit par quelle méthode on retrouve un seul objet sous l'apparence de plusieurs, par l'invention d'un mouvement convenable des objets mêmes et aussi de l'observateur. Mais ce n'est pas par d'autres méthodes que j'arrive à savoir si c'est mon train qui se met en marche ou l'autre. Et il m'arrive de penser, voici l'hirondelle qui est revenue, quand je n'ai vu pourtant qu'une ombre sur le ciel près de la grange souterraine, où je sais qu'elle a son nid tous les ans. Supposition fort étendue, et fausse sans doute en partie, car il se peut que ce ne soit pas la même hirondelle. Toutefois, on y voit à plein comment l'entendement construit ces systèmes et détermine les vrais objets. Ainsi demander pourquoi, avec deux yeux, on ne voit qu'un objet, c'est trop peu demander. Il faut demander pourquoi, avec deux mains, on ne touche qu'un cube. Pourquoi l'on dit que l'on touche l'objet même que l'on voit, que l'on entend, que l'on flaire, que l'on goûte, car ce serait bien autant d'objets très différents si l'on s'en tenait aux apparences. Par ces remarques se définit, il me semble peu à peu, cet étrange pouvoir de penser que la plupart des hommes veulent reconnaître seulement dans les discours bien faits que l'on tient aux autres ou à soi-même. On aperçoit déjà que les esprits pensent un monde commun d'après les apparences, où chacun se trouve d'abord seul et où le passe toute sa vie.